À première vue, c'est un petit objet qui ressemble à une clé USB classique. Il s'agit en fait d'un porte-monnaie physique de crypto-monnaie, un coffre-fort de quelques grammes qui peut parfois contenir des millions. Cette technologie a fait la réussite de Ledger, pépite française spécialisée dans la sécurisation des crypto-actifs. L'entreprise est aujourd'hui l'un des leaders de ce marché et pèse plus d'1 milliard de dollars. Un succès qui attise les convoitises et met une cible sur David Ballan, l'un des cofondateurs de la start-up. Une affaire rare, un patron français kidnappé, on va vous raconter ça, le fondateur d'une très grosse société de crypto-monnaie, enlevé, rançon réclamée. Il a été libéré par les forces de l'ordre. 48 heures de cauchemar pour le jeune entrepreneur et sa compagne. David Ballan a été mutilé à la main, un doigt a été sectionné. David Ballan est ligoté et il est choqué. Comment expliquer cet enlèvement barbare? Qui sont les ravisseurs? Pourquoi le monde des crypto-monnaies est-il de plus en plus ciblé par les criminels? Au petit matin, mardi dernier, à une dizaine de kilomètres au sud de Vierzon, dans la commune de Méreau, David Ballan, 36 ans, et sa femme sont réveillés par l'irruption fracassante chez eux de plusieurs inconnus. Des kidnappeurs qui, en quelques minutes, enlèvent le couple. Les victimes ont aussitôt été séparées et conduites en des lieux différents. Les ravisseurs sont alors entrés en contact avec l'un des autres cofondateurs de la société Ledger afin de réclamer une rançon. C'est à ce moment-là que la gendarmerie a été avertie de la séquestration en cours. Immédiatement, les gendarmes se rendent sur place. La rue où se trouve la maison est barrée, totalement inaccessible. Ces deux voisines découvrent un peu stupéfaites les opérations en cours. C'est une très grande maison, mais de toute façon, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Il y a des tuyaux et un très grand portail. Cette maison, elle a l'air quand même extrêmement sécurisée de ce que vous en voyez. Pour moi, oui. Oui, pour moi, elle est suffisamment sécurisée. On est dans un endroit tranquille, ici. De toute façon, nous, on n'a jamais eu de soucis. Moi, ça m'inquiète. Où il est? Qu'est-ce qu'on en a fait de ce monsieur? Pourquoi il lui arrive ça? Apparemment, c'est une histoire d'argent. Où le couple se trouve-t-il? Qui sont leurs ravisseurs? Seul élément sur lequel les enquêteurs peuvent s'appuyer, une demande de rançon qu'ils envoient via un message WhatsApp. Ils réclament 10 millions d'euros à transférer en crypto-monnaie. L'idée des ravisseurs, pour se rendre un petit peu moins visible, c'est d'aller chercher des méthodes, des messageries chiffrées, comme WhatsApp, pour essayer de brouiller les pistes, pour faire en sorte que la police ne remonte pas jusqu'à eux. Avec un message WhatsApp, on ne peut évidemment pas savoir d'où vous venez, on peut éventuellement connaître le pays d'origine. Les ravisseurs vont faire parvenir aux cofondateurs de l'entreprise Ledger une première vidéo où on voit le couple qui a été enlevé et séquestré, puis une deuxième vidéo où on voit que l'homme enlevé, qui est donc David Ballan, a été mutilé à la main, un doigt a été sectionné, et ça va donner tout de suite la mesure de la gravité de la situation. L'homme qui reçoit la demande de rançon s'appelle Éric Larchevêque, une personnalité phare du monde des crypto-monnaies, connu pour sa participation dans l'émission de télé « Qui veut être mon associé ». C'est lui la tête d'affiche médiatique de Ledger, à l'inverse de David Ballan. David Ballan, c'est plutôt quelqu'un de discret, qui fait très peu de passages dans les médias. On sait qu'il avait une maison pas du tout ostentatoire, c'était pas vraiment quelqu'un qui affichait sa richesse. En revanche, c'était évidemment un cadre important de Ledger. À 36 ans, David Ballan est un entrepreneur pressé, un geek audacieux, au CV bien rempli.
C'est quelqu'un qui a gradué en 2011 d'un master en informatique à Orléans et qui a ensuite poursuivi, post-études, tout de suite dans une aventure entrepreneuriale puisqu'il a lancé une première société avec des cofondateurs sur un streaming de radio en ligne. Et ensuite, il a petit à petit arrivé vers le secteur des crypto-monnaies. Un prodige de la tech. En 2008, âgé d'à peine 19 ans, David Balland lance une plateforme qui permet d'acheter des bitcoins. Ces entrepreneurs comme David Balland, qui se sont lancés au début des années 2010, sont vraiment les précurseurs dans ce milieu que peu de gens comprenaient à l'époque et dont les banques se méfiaient énormément. Donc en ce sens, c'est vraiment un petit génie effectivement de la crypto-monnaie avec d'autres. Il a créé une première société qui s'appelait Chronocoin et qui permettait en fait de faciliter finalement l'accès à des bitcoins, donc de se faire livrer des clés USB sur lesquelles il y avait des bitcoins en payant en carte bancaire depuis la maison. Et là-dessus, il a rencontré un autre entrepreneur pour créer Ledger en combinant l'expertise et les connaissances des uns et des autres en 2014. Dans le secteur en plein essor des crypto-monnaies, où les arnaques sont fréquentes, Ledger propose un service rassurant pour ses clients. Un mini coffre-fort physique. Composé d'une dizaine de salariés au départ, la start-up s'installe dans le Cher, comme il l'avait expliqué sur l'antenne de BFM Business en janvier 2020. David Balland, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de Ledger et vous êtes basé à Vierzon. C'est quand même une grosse implantation. Mais pourquoi Vierzon ? Pourquoi Vierzon ? Parce que on est vierzonais. En fait, Ledger, c'est la fusion de 3 sociétés. Et nous, sur Vierzon, on travaille sur un produit. On voulait donner au plus grand nombre l'accès aux crypto pour découvrir cet écosystème qui était un peu complexe, un peu nébuleux. En quelques années, Ledger connaît une ascension fulgurante, un symbole de la réussite des crypto-monnaies en France, et emploie aujourd'hui près de 700 personnes dans le monde. Ils se sont lancés tôt, ils ont des produits très performants qui sont réputés dans le monde entier, donc ils font partie vraiment des leaders dans le monde de ces petits portefeuilles virtuels. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire c'est une start-up qui n'est pas cotée en bourse, mais qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Il n'y en a pas tant que ça en France, donc ça montre vraiment le succès de cette entreprise. Malgré sa discrétion, la réussite spectaculaire de David Balland le place dans la ligne de mire de criminels, attirés par l'appât du gain. Convaincus de leur détermination, les gendarmes se mobilisent dès mardi après-midi dernier et déploient le groupe d'élite du GIGN. Ce sont eux qui chapeautent les négociations. La négociation est un outil tactique en fait, qui nous permet de recueillir du renseignement, qui nous permet d'avoir des preuves de vie, qui nous permettent aussi éventuellement de définir le montant de la rançon pour avoir des garanties aussi de récupérer ensuite la rançon, pour la tracer éventuellement. C'est vraiment un outil tactique qui est intégré à l'opération. Dans le cadre de la négociation dirigée par les gendarmes, une partie de la rançon a été versée. La presque totalité de ces crypto-monnaies a été tracée, gelée et saisie. Reste à savoir où sont cachés David Balland et son épouse. Les enquêteurs épluchent les réseaux sociaux, interrogent des voisins, recoupent des informations, jusqu'à intervenir dans cet immeuble situé au nord de Vierzon. Vers 15h, ils défoncent la porte du bâtiment. Michael habite juste à côté. Alors moi, j'habite ici dans ce petit studio, une petite maisonnette. Et là, ça s'est passé dans cet appartement-là. J'ai entendu à 15h15, 15h30, un grand boum. Et j'ai ouvert mon volet et il y a les GIGN qui étaient devant ma porte. Et je suis sorti et c'est là que j'ai vu des messieurs avec des mitraillettes, des machins, l'hélicoptère de la gendarmerie qui était vachement bas. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais à l'intérieur de l'appartement, aucune trace de David Balland. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple aurait été déplacé à plusieurs reprises au cours de sa séquestration. Il va y avoir ensuite une autre interpellation qui va jouer un rôle décisif dans l'enquête. C'est à ce moment-là des policiers qui repèrent un homme dans une voiture dont l'immatriculation apparaît comme volée. Ils décident donc de faire un contrôle sur cette personne
Et il va s'avérer qu'en garde à vue, ils vont comprendre que cet homme a un lien potentiel avec la séquestration et l'enlèvement de David Balland et de sa compagne. Ils vont donc immédiatement récolter du renseignement, des informations qu'ils vont transmettre aux gendarmes. Et ces informations vont permettre aux enquêteurs d'avancer, de faire un bond dans l'enquête. On a eu des rebondissements qui nous ont amenés encore à d'autres communes. Tout ça, c'est le fruit d'un travail conjoint. Donc c'est un coup complet un petit peu de la gendarmerie qui permet, au fur et à mesure, de progresser dans l'enquête, de d'abord déterminer un point de chute potentiel pour l'une des deux victimes et au fur et à mesure de trouver le deuxième point de chute pour interpeller la deuxième victime. Les enquêteurs s'orientent alors vers un lieu rural isolé, à proximité de Châteauroux, à une 60aine de kilomètres de la maison du couple. À la tête des opérations, le colonel Yannick du GIGN. C'est des recoupements d'informations, des enquêtes, à la fois dans le volet numérique, mais aussi des recherches sur le terrain qui permettent de localiser cette adresse. Donc il s'agit d'un domicile plutôt isolé, en milieu rural, sur la commune de Châteauroux. Et donc là, nous déclenchons cette intervention 24 heures après avoir été sollicités. Donc nous sommes le mercredi en début d'après-midi. Une vingtaine d'hommes sont déployés dans cette zone, juste à côté de la maison de cette femme qui a souhaité rester anonyme. On a vu les gendarmes arriver, ainsi que des hélicoptères. On ne savait pas du tout ce qui se passait. À un moment, on a entendu un grand boom. C'était le portail de la maison qui a dû sauter. Le GIGN crée un effet de surprise et prend de court les ravisseurs. Lorsqu'ils pénètrent dans ce domicile, il y a 2 hommes, 2 ravisseurs qui sont en train de faire le guet et de surveiller David Balland ligoté à ce moment-là. Ils vont procéder à leur interpellation très rapidement, sans ouvrir le feu, sans heurts, sans incident, et libérer David Balland qui est à ce moment-là blessé physiquement et extrêmement traumatisé. Nous découvrons sur place que David Balland est seul. Et donc notre préoccupation, puisque notre priorité, c'est quand même de libérer les otages sains et saufs. Donc une fois qu'on a libéré David Balland, on comprend qu'il nous faut très vite nous réarticuler pour aller vérifier d'autres adresses et trouver sa compagne. Où se trouve la jeune femme ? 24 heures plus tard, les enquêteurs tiennent une piste. Et là, les opérations se poursuivent, à la fois les enquêtes de terrain avec des filatures, de la recherche active sur le terrain, les enquêtes menées par les enquêteurs avec des auditions qui nous permettront de retrouver le véhicule à Étampes où se trouve la conjointe de David Balland. Ce véhicule est à l'arrêt sur ce parking à Étampes. Nous prenons le parti de mener un assaut, là encore en surprise et en souplesse, sur ce véhicule. Ce parti pris est le bon, puisqu'on tombe à l'arrière du véhicule sur la conjointe de David Balland et sur ses ravisseurs. Elle se trouvait ligotée. Elle ne souffrait pas de blessures physiques, mais elle sera nécessairement prise en charge médicalement à l'issue de son audition en raison du traumatisme subi. L'aboutissement d'une course contre la montre qui aura duré plus de 48 heures et mobilisé 230 gendarmes, dont 90 hommes du GIGN. En tout, 10 suspects sont arrêtés, 9 hommes et une femme. On est quand même plutôt sur des gens qui ont une vingtaine d'années, quelques individus un peu plus vieux. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ils étaient connectés. D'après nos informations, les personnes qui ont été interpellées ont le profil de ce qu'on appelle des jobbers, c'est-à-dire des personnes qui sont employées pour des missions criminelles ponctuelles. Ce ne sont pas forcément les commanditaires, les cerveaux de l'opération. L'enquête d'ailleurs se poursuit toujours pour déterminer quel a été le rôle de chacun. 3 des 10 suspects arrêtés ont finalement été relâchés. Les 7 autres risquent la réclusion criminelle à perpétuité.